monde où le changement climatique s'accélère. Les employés travaillent au minimum 48 heures par semaine. 4 mètres carrés par animal. Bonjour, je suis Nicolas Sarkozy. Depuis janvier, alors là c'est le régal, une campagne super, Fillon, voilà, il est en face de moi. C'est ridicule. Somebody's got to do something about Antifa and the left. On s'est mis en grève. Et bonjour à toutes et à tous, bonjour, bienvenue ce matin. Merci d'être aussi nombreux ce matin pour accueillir Kéo du collectif Vietnam Dioxine. Bonjour à toi. Bonjour. On est très content, j'espère en tout cas que les gens dans le chat, les personnes dans le chat sont très contentes de t'accueillir ce matin. Tu fais partie du collectif Vietnam Dioxine, qui lutte pour la reconnaissance officielle et les réparations suite aux effets de l'usage de l'agent orange durant la guerre du Vietnam. Est-ce que tu peux peut-être nous dire comment toi tu en es arrivé à militer dans ce collectif et pourquoi tu l'as rejoint, quoi, pour te présenter un peu, quoi. Ouais. Oui, du coup, moi je suis KO du collectif Vietnam Dioxine. J'ai rejoint le collectif il y a 3 ans maintenant, en 2021. Mais le collectif est bien plus ancien. Il a été créé en 2004. Donc d'ailleurs, en fait, nos 20 ans cette année. On va organiser une petite soirée. Ça sera ouvert à toutes et tous. Donc n'hésitez pas à venir si vous êtes sur Paris. Du coup, moi, j'ai rejoint le collectif. J'ai toujours été militante depuis très longtemps. J'ai 27 ans maintenant, mais j'ai commencé à militer quand j'avais 14 ans pour différentes causes. Au début, ça a été des luttes féministes, ensuite des luttes pour les droits sociaux. J'étais syndiquée pendant mes études. Et il se trouve que je suis d'origine cambodgienne. Donc ma maman a fui le Cambodge, vous savez peut-être, avec l'arrivée des Khmers rouges au Cambodge. Donc elle est partie dans les années 70. Et j'avais à cœur, dans mon militantisme, de un peu me retrouver avec des personnes qui ont un peu la même histoire que moi, à savoir ce qu'on appelle des asio-descendants. Donc il y a ce collectif qui est principalement constitué de personnes qui sont descendants de Vietnamiens ou qui sont eux-mêmes vietnamiens. Et il se trouve que même si le collectif s'appelle le collectif Vietnam Dioxine, on parle d'une catastrophe qui, avec l'agent orange que vous connaissez peut-être, qui a aussi touché le Cambodge et le Laos. Et voilà, c'était un sujet que j'avais aussi envie de m'investir pour savoir à quel point l'agent orange avait impacté le Cambodge. J'avais aussi envie de m'investir d'une cause d'écologie. Ça a toujours été un sujet dont je me suis un peu écartée parce que pour moi, l'écologie, je suis désolée, mais c'était associé à beaucoup de personnes blanches qui n'en avaient pas trop grand-chose à faire quand on leur parlait de lutte antiraciste. Pour moi, c'était une lutte qui n'était pas la mienne et j'ai découvert avec ce collectif que ça pouvait être totalement mon sujet aussi et que je pouvais m'en investir. Et j'avais aussi envie d'être dans une perspective décoloniale. C'est pas forcément un sujet c'est un sujet qui nous porte et qu'on va avoir un avis là-dessus, on va avoir envie de réfléchir là-dessus. Mais à la base, c'est pas notre première problématique, l'enjeu décolonial. C'est juste que nous, on considère que notre lutte s'inscrit dans une lutte décoloniale. Mais on pourra en parler après. On en parlera carrément plus largement après. Bon, le chat te dit bonjour et a l'air d'être plutôt content que tu sois là. Super.
Tu as commencé à parler de l'agent orange qui a été utilisé par les États-Unis sur le Vietnam et donc du coup aussi sur le Cambodge et le Laos, tu disais. Et il a été utilisé massivement, notamment sur la piste. Donc là, c'est entre 1961 et 1971 qu'il a été répandu au-dessus du Vietnam et notamment sur la piste Ho Chi Minh, qui était une piste qui était utilisée par le Front national de libération du Sud-Vietnam. Peut-être que tu pourrais nous rappeler rapidement le contexte historique dans lequel c'est utilisé et surtout pour quelles raisons en fait les États-Unis répandaient l'agent orange sur le Vietnam, peut-être pour qu'on comprenne aussi parce que ça a son importance, voilà, le cadre historique dans lequel ça a été utilisé. Mm. Le cadre historique, il remonte avant effectivement la période dont tu as parlé, donc cette guerre entre les États-Unis et le Vietnam. Ça remonte à la colonisation française du pays, mais pas que du Vietnam, du Cambodge aussi, du Laos, enfin ce qu'on appelle l'Indochine française au XIXe siècle. Ensuite, il y a eu une première guerre d'indépendance du Vietnam, donc ça s'est passé entre 1946 et 1954. D'ailleurs aussi, on a fêté un anniversaire cette année, c'était les 70 ans de la victoire de Dien Bien Phu. Sauf que déjà, pendant cette guerre, les Vietnamiens ont réussi à faire partir l'Empire français. Ça a été très brutal, ça a été très violent. Les Français étaient déjà aidés par les États-Unis. Normalement là, on est à la sortie de guerre de la Seconde Guerre mondiale pour la France et les États-Unis après cette défaite française, qui d'ailleurs le Front de libération nationale était mené par Ho Chi Minh, qui était communiste et comme vous le savez peut-être, les États-Unis voulait éviter l'effet domino et sauver la démocratie en évitant que des pays anciennement colonisés par d'autres grandes démocraties tombent dans le communisme. Donc les États-Unis s'investissent, reprennent finalement le flambeau français de l'Empire français et mènent cette guerre contre Ho Chi Minh. Après, il y a quand même une partie du Vietnam, du Sud-Vietnam d'ailleurs, qui soutient les États-Unis. Donc, il y a le pays est vraiment divisé entre cette catégorie de la population qui, quand même, pendant la colonisation, s'est rapprochée des Occidentaux et une partie qui s'est battue pour la libération nationale contre les Français. Sauf que comment défaire ce pays, finalement, qui a quand même réussi à débouter une armée impériale. Les États-Unis ont déjà testé l'arme nucléaire. Ils ne choisissent pas de le refaire contre le Vietnam. Il y a d'autres stratégies qui sont mises en place, notamment une guerre. Ça va être la guerre du Vietnam. Ça va être une guerre chimique, une guerre technologique. On va tester énormément de choses. Ils envoient du coup l'armée qui est quand même, je le rappelle, principalement constituée finalement de personnes noires qui sont envoyées au Vietnam. Donc c'est une guerre où on envoie beaucoup de personnes un peu au charbon et se faire un peu tuer parce on connaît mal le territoire. Et le souci, c'est qu'au Vietnam, les Vietnamiens connaissent très bien leur pays et du coup, ils utilisent énormément la forêt pour se cacher, pour se dissimuler. Vous connaissez peut-être les tunnels qui sont utilisés par l'armée. Donc, c'est vraiment des villes gigantesques sous le sol. D'ailleurs, c'est des techniques aujourd'hui qu'on retrouve dans la résistance palestinienne actuellement. Du coup, pour pouvoir les atteindre, ce qui est prouvé, c'est d'utiliser un herbicide.
l'agent orange que vous connaissez, mais ça va être finalement une guerre chimique arc-en-ciel parce qu'il va pas y avoir que l'agent orange, il va y avoir l'agent pourpre, l'agent bleu, ça va être différents éléments chimiques. On les nommait par des couleurs parce qu'en fait sur les barils, notamment par exemple pour l'agent orange, on avait le baril et il était entouré d'une bande orange pour pouvoir indiquer qu'est-ce qu'il contenait. Et c'était une manière c'est un code secret, c'était une manière de ne pas mettre exactement la constitution de l'élément. Et l'agent orange, c'était le plus dévastateur. C'est sûrement pour ça qu'il a été le plus utilisé. Donc, c'est des millions de litres qui ont été déversés sur le Vietnam. Donc, comme tu expliquais, la piste Ho Chi Minh, du nord jusqu'au sud, en passant par le Laos et en ressortant par le Cambodge. Donc, ça va permettre finalement de détruire la forêt, mais les États-Unis, quand ils décident de déverser l'agent orange, donc on parle d'épandage, ils vont déverser des couches, puis des couches. Enfin, ils vont vraiment ils vont en mettre énormément pour à la fois réussir à dégager le terrain, à détruire la forêt, pour pouvoir atteindre la résistance. Et sauf que finalement, certes, ça détruit les plantations. Il y a vraiment 20% de la forêt du Vietnam qui a été détruite, mais ça a aussi détruit les corps. On estime à 3 millions de personnes qui ont été exposées à cet agent orange. Et en faisant ça, en choisissant un herbicide pour gagner la guerre, finalement, ils n'ont pas gagné puisque finalement le Vietnam a réussi de nouveau à vaincre une nouvelle armée impériale malgré tous les efforts employés par les États-Unis. On considère que c'est un des premiers et un des plus grands écocides de l'histoire. Et quand je parle d'écocide, c'est pas encore un terme. C'est un terme que vous avez peut-être entendu parce que il y a beaucoup d'organisations, dont nous, qui essayons de mettre en avant ce terme-là à côté des autres crimes de l'humanité. Mais c'est quand un État ou un organisme décide de perpétrer une destruction à la fois des corps, mais une destruction de leur environnement. Okay. Voilà pourquoi on en dit. Ouais, il y a des parce que les personnes disaient dans le chat, réagissaient à ce que tu disais sur les dénominations agent orange, etc. Et Clanny qui disait c'est un bel euphémisme de juste dire des couleurs d'agents sans avoir à dire machin super dangereux X30, je sais pas. Donc on va rentrer d'ailleurs un peu dans le détail de ce qu'il y a dans l'agent orange. Et puis quelqu'un d'autre qui disait ils ont d'ailleurs changé le nom de l'opération qui devait s'appeler opération Hades. Donc le dieu de la mort en ranch hand pour encore euphémiser ce qu'ils étaient en train de faire, ce que était en train de faire l'armée américaine. Et je trouve que c'est aussi très intéressant ce que tu disais là, parce que tu soulignes aussi, là on va beaucoup parler de l'empoisonnement, de l'agent orange, etc. Mais c'est vrai que dans cette guerre, il y a aussi une résistance héroïque des Vietnamiens, Vietnamiennes qui sont graves, qui multiplient au final les victoires malgré tout l'arsenal technologique que va utiliser d'abord la France puis les États-Unis, quoi. Oui, tout à fait. Donc la substance la plus toxique dans l'agent orange, c'est la dioxine, d'où le nom de votre collectif Vietnam Dioxine. C'est une impureté, alors de ce que j'ai compris en allant sur votre site, etc., c'est que c'est une impureté produite au moment de la production de l'herbicide. Et donc du coup c'est une substance cancérigène, tératogène, donc qui produit des malformations chez les nouveau-nés. En fait, qu'est-ce qui se passe par exemple, combien de personnes sont estimées à être contaminées? Parce qu'une des problématiques de molécule, c'est qu'en plus, elle se transmet de génération en génération, parce qu'elle se stocke dans les graisses, de ce que j'ai compris, et donc du coup, elle peut être transmise, une mère peut la transmettre à son enfant, par exemple. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui de cette substance qu'est la dioxine et de son caractère toxique? Alors, oui, tu en as déjà dit beaucoup. Effectivement, dans l'agent orange, c'est la dioxine qui est toxique, donc qui est constituée
Enfin, l'agent orange est constitué de deux herbicides, donc le 2,4-D et le 2,4,5-T. Donc c'est les formules qu'on retrouve dans la dioxine. Et effectivement, c'est un déchet de fabrication. J'en parle là maintenant parce que en fait, on sait que l'agent orange aurait pu être potentiellement produit sans dioxine. Donc c'est ça qui va intoxiquer les êtres humains et qui est particulièrement effectivement cancérigène. En fait, c'est par des objectifs de fabrication en plus large quantité et avec une plus grande rapidité que les entreprises qui ont produit l'agent orange ont produit de la dioxine parce que cette molécule-là aurait pu être évitée. Mais voilà, enfin, c'était une manière pour eux de produire plus vite et en plus grande quantité. Donc, comme tu disais, effectivement, ça se stocke dans les graisses. Donc, ça se stocke dans les graisses des êtres humains, mais ça se stocke aussi dans les graisses des animaux. Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la dioxine, elle se transmet encore par les autres êtres vivants, donc ce que peuvent manger les Vietnamiens aujourd'hui encore. Mais il y a aussi encore une emprise sur les terres. Donc, il y a beaucoup de terres agricoles qui sont assez empoisonnées. D'ailleurs, c'est assez pas drôle, enfin pas comique, mais aujourd'hui, il y a un peu un rapprochement entre le Vietnam et les États-Unis pour un peu. Le Vietnam essaye de pas trop se faire manger économiquement par la Chine, et du coup l'allié un peu actuellement c'est les États-Unis, et du coup il y a des accords qui se font, notamment les États-Unis ils sont en train de désintoxiquer la région de Da Nang qui est particulièrement empoisonnée, mais ça coûte énormément d'argent et c'est une technologie qui coûte cher et qui prend du temps. Et comme tu disais, effectivement, là, on est à la 3e, 4e génération de personnes vietnamiennes, cambodgiennes et laotiennes qui naissent avec des pathologies qui sont liées à l'agent orange. C'est-à-dire que leurs parents ont pu être exposés directement. Donc, comment on peut être exposé à l'agent orange? En ayant directement sur soi, en ayant été sous les épandages, par exemple. En buvant de l'eau qui a été intoxiquée, en mangeant des plantes qui en ont reçu. Donc ces personnes-là vont développer des maladies comme la chloracné. Donc c'est une maladie de peau où votre peau elle va être pleine de boutons, très grumeleuse et ça va. Enfin c'est une maladie qui amène beaucoup de souffrance. Vous allez développer du diabète, des cancers. Il y a une liste de pathologies qui a été même déterminée par le gouvernement américain parce que il se trouve que les Vietnamiens ont été touchés, mais finalement les vétérans américains qui ont fait des épandages, ils n'ont pas pu échapper non plus aux effets de l'agent orange en déversant. Du coup, ce que je voulais dire, effectivement, c'est que ça se stocke dans les graisses. La dioxine a une stabilité chimique qui lui permet de durer très, très longtemps. Et voilà, il y a encore des enfants qui naissent avec des malformations. Donc, ça peut être des malformations cardiaques, ça peut être des membres en moins, ça peut être une absence de cerveau, ça peut être de la cécité aussi. Et donc, voilà, c'est le souci avec la dioxine, c'est que malheureusement, on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Surtout que faire des études sur finalement on n'a pas encore d'études concrètes à montrer sur le fait que ça se transmette génétiquement. C'est juste qu'on le voit en fait. C'est pas possible qu'il y ait autant de personnes en situation de handicap, autant concentrées sur la région, sans que ça n'ait de rapport avec l'agent orange. C'est juste que ça demande de faire des études dessus. Or, le Vietnam est assez frileux sur la question parce que, comme je t'expliquais, le rapprochement avec les États-Unis fait que c'est compliqué d'avancer sur le sujet, mais le Vietnam a quand même aussi envie de soutenir les victimes
qui sont dans son pays. Et mince, je me suis perdue. Du Tu coup, ce que disais je sur, voulais... tu disais sur les questions, non mais c'est très intéressant, tu disais sur les questions de les avancées scientifiques, ce que tu expliques c'est que on observe aujourd'hui de manière évidente que d'une manière ou d'une autre la dioxine se transmet de génération en génération, mais que par contre scientifiquement c'est toujours pas prouvé que y ait transmission, quoi. C'est ça. Et aussi, c'est coûteux de faire des tests pour savoir si on a un taux de dioxine plus important que la moyenne. Ok. C'est des centaines d'euros. Excuse-moi. Antonia a pu faire les tests, mais faire tester tous les Vietnamiens, etc., ce serait trop coûteux. Enfin, il faudrait, oui. En fait, nous, dans notre combat, on essaye de. Désolée, il faudrait que j'aille prendre de l'eau. Prends Mais, le temps, si tu veux aller prendre de l'eau, on peut prendre le temps, je peux Oui, discuter avec. ça va bien. Vas-y, t'inquiète. Et donc, c'était ce que je lisais aussi sur la toxicité de. J'espère que ça va tout le monde. J'espère que vous appréciez cette interview. Le son est pas trop mal, je trouve. C'est ok, on comprend, non? On comprend. Clanmy qui dit similaire à l'utilisation des mines, ça reste et contamine le pays visé pendant des décennies. Ouais, bah oui. Ah, et puis là, en fait, c'est ce que disait Kéo, on sait même pas quand est-ce que si la dioxine va disparaître à un moment, on sait même pas les temps ni rien. Enfin bon, là, pour reprendre et pour te redonner la parole, en fait, on a peu, comme ça coûte très cher de faire des recherches là-dessus. Aujourd'hui, on a très peu d'infos sur qu'est-ce qu'elle va devenir cette molécule-là, combien de temps elle peut rester, etc., quoi. Oui, voilà. Et nous, un de nos objectifs, c'est de soutenir la recherche autour de ça. Bon, après, déjà, notre principal sujet, c'est d'essayer d'avoir un peu de sous pour le procès. Mais effectivement, je pense qu'à un moment donné, dans le futur du collectif, quand on n'aura plus la possibilité de soutenir le procès de Antonia, il faudra qu'on se concentre là-dessus, parce que notamment pour, je sais pas, peut-être essayer de trouver de nouvelles victimes. Il y a un article très intéressant qui a été fait par un média qui s'appelle Koi Magazine, qui interroge, qui a été fait par Rémi Kenzo, qui fait des portraits de personnes vietnamiennes qui ont remarqué qu'elles avaient plusieurs maladies liées à l'agent orange. Donc ça veut dire qu'on sait qu'il y a d'autres victimes. Vous savez, il y a beaucoup de Vietnamiens qui sont venus vivre en France et même dans d'autres pays d'Europe, qui ont développé ces maladies-là, mais effectivement, pardon, excuse-moi, il faudrait faire. C'est tout un processus d'aller faire des tests sur le sujet. Ok. Et justement, il y a Sikarman dans le chat qui disait est-ce qu'on pourrait faire ces études sur des personnes asio-descendantes en France, par exemple, où on pourrait imaginer qu'il pourrait y avoir Enfin voilà, votre collectif pourrait porter ça, le fait qu'il y ait de l'argent investi pour ce genre de test, etc., quoi. Oui, je pense que c'est on n'est pas encore dans ça. Ouais, mais c'est un peu le futur, Après, voilà, après, c'est. Si on fait des tests là-dessus, les personnes, qu'est-ce qu'elles peuvent en faire après? Après, c'est à nous de prouver, enfin, peut-être que ça peut être un argument pour nous dans le procès, c'est de dire, vos citoyens sont concernés. C'est pas que Antonia, c'est plusieurs citoyens en français qui sont concernés par le sujet. Est-ce que vous voulez vous en investir ou pas? Oui, bien sûr. Ouais. Bon, tu as commencé à parler de Trantonia. Merci pour les follow. Tu as commencé à parler de Trantonia, qui est la figure médiatique en France et même, j'ai l'impression, à travers le monde, enfin, une des figures médiatiques en tout cas, qui mène le combat pour la reconnaissance de l'empoisonnement des Vietnamiens, Vietnamiennes, et donc du coup Laotiens, Laotiennes et Cambodgiens, Cambodgiennes à l'agent orange. Elle a elle-même
hein, je sais pas quel âge elle a, elle doit avoir 82 ans, je crois, c'était ça. Et elle a elle-même été empoisonnée, alors pour le coup directement, pendant la guerre du Vietnam. Elle a été exposée à l'agent orange. Elle est franco-vietnamienne et aujourd'hui, elle mène un procès, hein, le procès dont tu parlais, contre des multinationales, 14 multinationales, il me semble. Procès dont la décision en appel a été rendue le 22 août dernier. Ce qui s'est passé, c'est que le tribunal d'Evry, il me semble, a confirmé la première décision qui a été faite en première instance, c'est-à-dire que le tribunal d'Evry considère qu'il ne peut pas qu'il n'est pas en pouvoir de poursuivre les multinationales dans le cadre de ce qui est demandé par Trentonia. Est-ce que tu peux un peu nous dire en quoi ce procès, enfin quel est un peu les enjeux autour de ce procès-là pour vous, parce que bon bah quand on se lance dans un procès contre 14 multinationales, de toute façon on sait qu'on est un peu dans un combat David contre Goliath. Qu'est-ce que c'est les enjeux pour vous autour de ce procès-là, et comment vous avez pris un peu cette confirmation du fait que le tribunal a refusé un peu de vous suivre là-dessus? Alors, oui, pour revenir un peu sur le procès de Nia, effectivement, ce qui est assez incroyable autour de ce personnage quand même, c'est que elle a combattu, elle était très jeune, hein, mais elle a vécu la guerre contre l'Empire français. Donc sa famille résistait déjà contre l'Empire français, de la même manière que quand on est dans un pays où nos familles luttent contre l'Empire colon, on fait nous-mêmes partie de la résistance. Ensuite, elle a combattu les Américains quand en fait elle a pris l'agent orange parce qu'elle elle était journaliste, elle était aussi résistante pendant cette guerre-là. Et ce procès, c'est vraiment le dernier combat de sa vie, parce qu'effectivement, elle a 82 ans, qu'elle a des maladies. Donc, on sait très bien que effectivement, c'est un procès de David contre Goliath, mais aussi c'est une course contre la montre que les entreprises comme Bayer Monsanto savent très bien mener. Et en fait, elle décide de porter plainte en 2016. Et le procès ne se déroule qu'en 2021. Alors là, je peux te dire que de l'autre côté, ils ont demandé 1000 pièces, 1000 choses, des traductions pour bien faire ralentir la procédure. Donc, il y a quand même un grand gap entre le moment où elle porte plainte et le procès au tribunal d'Evry en 2021. On a la décision, effectivement, le tribunal se déclare incompétent. Nia et ses avocats, donc c'est William Bourdon et Bertrand Repolt, décide de faire appel, et du coup le procès en appel s'est déroulé le 7 mai 2024. Donc pareil, c'était une date hyper symbolique parce que la victoire de John Humphrey, c'est le 7 mai 1954, on a eu la décision effectivement de la cour d'appel le 22 août qui confirme effectivement ce que dit le tribunal d'Evry. D'ailleurs, le tribunal d'Evry disait qu'il ne pouvait pas juger de l'affaire à cause de l'immunité juridictionnelle qui s'impose. Bon, normalement, l'immunité juridictionnelle, on en parle quand on parle de condamner des États. Effectivement, pour pour entretenir de bonnes relations, les pays ne vont pas commencer à condamner les actions d'autres pays. Enfin, un État ne va pas condamner un autre État. Mais là, on ne parle pas d'État, on parle d'entreprises multinationales qui avaient leurs propres intérêts financiers, qui n'étaient pas rattachés aux États-Unis, qui ont répondu à un appel d'offres. Même d'ailleurs, les avocats ont remontré cette pièce dans le procès, c'est que il y avait un appel d'offres, ils n'étaient pas obligés de produire l'argent orange, de leur livrer l'argent orange. Mais voilà, le tribunal d'Evry déclare qu'ils ne peuvent pas juger de l'affaire pour immunité juridictionnelle, parce que il y a aussi quelque chose de fort, c'est qu'ils ont dit que juger de ça, ce serait mettre en péril les relations avec les États-Unis.
Donc on revient en cour d'appel. Nous, effectivement, on était plein d'espoir. En plus, bon, moi, j'étais pas là pendant le procès, mais j'ai mes camarades qui y étaient et les avocats en face étaient pas étaient sur des positions à dire qu'ils en avaient produit, mais ils ne savaient pas. Et ça se tournait même vers Nia. Ils demandaient mais pourquoi elle était là en fait, qu'est-ce qu'elle faisait là, bah je sais pas, elle était dans son pays, je sais pas. et, euh, et, euh, et du coup, quand le 22 août, on a reçu la décision, on était assez mitigés. Moi, j'ai été personnellement très déçue. Je pense que j'étais très optimiste parce que nos avocats, c'est quand même des bons. Ils ont soutenu d'autres causes contre Monsanto, notamment celle de Théo Grateloux, qui sa mère avait porté plainte contre Monsanto parce que son garçon, Sabine Grateloux, son garçon a développé une malformation du larynx et ils avaient, à cause du Roundup, et ils ont réussi à condamner Monsanto. Bon, ils leur ont reversé quelques milliers d'euros, pas beaucoup, c'était rien par rapport à tous les effets sur sa vie, mais voilà, ils ont déjà réussi à condamner Bayer Monsanto sur d'autres sujets. Du coup, on s'était dit qu'il y avait des chances qu'on puisse gagner. Et en même temps, ce genre de procès, c'est un procès historique. Il n'y a pas trop de jurisprudence, il n'y a pas trop d'exemples avant nous. Du coup, on se rend compte que faire condamner Bayer Monsanto et les 13 autres multinationales, ce serait une décision historique de la justice française. Et on sait qu'il faut beaucoup de courage politique pour faire ça. Je pense que c'est pas trop l'ambiance actuellement pour la France d'être je sais pas, de vouloir se faire juge du monde. Après, peut-être, il y a peut-être un aveu aussi de responsabilité dans le sens où bah, le Vietnam, là, on parle pas d'eux, mais il y a un historique. Pourquoi ça se passe en France? Pourquoi il y a des Vietnamiens en France qui sont prêts à mener ce genre de combat? Du coup, nous, l'objectif avec Nia, c'est pas un procès pour elle. Quand elle le fait, c'est un procès pour toutes les victimes de l'agent orange. Si on arrive à faire condamner Monsanto et les autres sur ça, c'est une brèche en fait pour d'autres victimes vietnamiennes. Donc peut-être qu'il y aurait du coup une jurisprudence française qui pourrait donner un exemple pour d'autres systèmes juridiques dans d'autres pays, parce qu'il y a des victimes vietnamiennes peut-être dans d'autres pays. Il se trouve qu'il y a des Vietnamiens qui ont quand même, avant Nia, essayé de porter plainte contre les entreprises, parce que c'était dans les années 2000, parce que dans les années 80, les vétérans américains ont porté plainte contre les entreprises pour les effets de l'agent orange. Il y a eu un accord financier qui a été donné. Il y a eu plus de 180 millions de dollars, c'est pas beaucoup, hein, qui ont été donnés à ces victimes-là par Bayer Monsanto, Dow Chemical, mais c'était un peu pour acheter leur silence. Donc il n'y a pas même aux États-Unis, même finalement la possibilité de les avoir fait condamner par des vétérans américains n'est plus d'actualité. Le gouvernement américain d'ailleurs continue à déverser à donner de l'argent aux victimes de l'agent orange états-uniennes. Du coup, en voyant ça, les victimes vietnamiennes, il y a une association gouvernementale d'ailleurs au Vietnam qui s'appelle la VAVA, l'association des victimes vietnamiennes de l'agent orange, ont essayé, ils ont été déboutés. Il y a eu même une intervention de George Bush pour que la plainte ne soit pas recevable par les tribunaux américains. Donc voilà, on sait que c'est pas possible par ce biais-là. Et ce procès, pour nous en France, c'est un peu une dernière chance de faire condamner les États-Unis pour ce crime-là, parce qu'après Nia, malheureusement, si Nia disparaît,
il y a plus personne. Enfin, il peut y avoir ces filles qui peuvent hériter du procès, mais ces filles, elles habitent loin, elles parlent pas français. C'est lourd à mener comme combat. Enfin, ça lui prend tous les instants de sa vie, donc c'est pas quelque chose enfin, tout le monde a envie ou est disposé à faire, parce que c'est un combat qui dépasse sa propre personne. Et surtout, elle a été victime directe. Elle a reçu l'argent en orange directement sur elle. Ça va être compliqué de trouver une autre manière de porter plainte contre les entreprises pour l'argent orange. Après, nous, on avait une vision aussi plus globale, c'était que c'était aussi pour nous parler de la notion d'écocide, de faire reconnaître finalement le crime d'écocide, même si c'est pas une notion dont on parle directement dans le procès. Après, effectivement, il y a aussi l'aspect financier. Ça veut dire que déjà, ça voudrait dire qu'on reconnaît qu'il y a bien des victimes de l'argent orange, que la justice française reconnaît qu'il y a des victimes de l'argent orange, qu'il y ait une compensation financière, même si on sait qu'elle ne sera pas énorme. De toute façon, si Monsanto devait rendre justice financièrement à toutes les victimes, ils disparaissent. Donc on sait qu'ils ne vont jamais prendre ça comme décision, le système judiciaire français. Oui, bien sûr. Donc c'était ça nos enjeux. Après, en dehors du procès, il y a toujours d'autres manières de se battre pour les victimes de l'agent orange. Mais voilà, en fait, même si on a peu de chance enfin, je dis pas qu'on a peu de chance de gagner, on a toujours espoir. Bien, nous dit toujours qu'il faut garder espoir, parce que là, elle a décidé avec le comité de soutien à Sonia. Donc, le comité de soutien, il y a notre collectif, mais il y a d'autres associations aussi, notamment l'Union générale des Vietnamiens de France. On a décidé ensemble de poursuivre en cassation. Donc cette fois, Nia ne sera pas défendue par ses avocats, mais par un avocat de la Cour de cassation. Et du coup, nous, on va continuer là-dedans, même si effectivement, la Cour de cassation, ça nous éloigne de plus en plus du tribunal d'instance. Parce que là, en fait, si la Cour d'appel avait été de notre côté, avait dit, si, en fait, la France est capable de juger de cette affaire, on serait revenu au tribunal d'instance. Et là, on aurait jugé sur le fond. On aurait jugé sur qu'est-ce que doit Bayer, Monsanto et les autres à Ania. Oui, parce que là, pour l'instant, vous êtes jugé que sur la forme. Est-ce qu'on peut juger ou pas, en fait? On est là que dans le méta-jugement, quoi, quasiment. Là, c'est de savoir si vous pouvez, si cette affaire peut être jugée ou pas, quoi. Ok. C'est ça. Du coup, on s'éloigne de plus en plus du caractère très matériel pour aller sur un combat très symbolique, en fait. Et c'est une question très intéressante qui intéresse beaucoup d'avocats, beaucoup de chercheurs sur, en fait, est-ce que une entreprise qui a livré une arme chimique pendant la guerre du Vietnam peut être condamnée puisqu'elle n'était pas reliée aux États-Unis. Et en fait, ce sujet, cette question-là vietnamienne, elle parle de plein d'autres problématiques. Par exemple, il y a eu d'autres exactions, les essais nucléaires français en Algérie. Enfin, il y a plein d'entreprises qui sont impliquées dans des crimes de guerre qu'on pourrait condamner si on commence à faire jurisprudence. Donc, le sujet est très étendu, mais voilà, Nia, elle abandonne pas, et du coup, on va aller en cassation. On espère que ce sera dans 2 ans max, le procès en cassation, et que cette fois-ci, on gagnera. Et malheureusement, effectivement, les avocats sont bénévoles, mais il y a des gens qui travaillent avec eux. Donc, nous, on a toujours une problématique qui est financière, c'est qu'on doit quand même donner un peu d'argent, on doit pouvoir un peu payer les cabinets pour qu'ils puissent fonctionner. Et là, comble de l'ironie, Nia est condamnée à reverser 1 500 € par entreprise. Vu que du coup elle a fait appel et que du coup les entreprises ont dû avancer de
dû payer pour se défendre, elle doit leur reverser 1 500 euros. Lia, elle a une retraite d'ancienne directrice d'école, donc voilà, c'est pas grand-chose. Du coup, si vous souhaitez nous aider à la soutenir financièrement dans ce procès, on a une cagnotte qui est en ligne. Je sais que tu avais le lien sous la main. Ouais, je l'ai mise. Donc voilà, on a chaque euro compte, c'est un peu le nerf de la guerre. Et voilà, si Nia peut continuer son combat, et elle le dit assez souvent, si vous avez l'occasion d'aller à des rencontres où elle est là, c'est une personne voilà, qui est très reconnaissante envers cette mobilisation, qui n'est pas forcément évidente. En France, c'est pas un sujet qui va forcément toucher tout le monde, parce que le Vietnam, c'est loin. On n'a peut-être pas forcément un Français n'aura pas forcément de facilité à s'identifier à cette problématique-là, mais le tribunal, le procès, il se déroule en France et c'est historique, et on sait que l'opinion publique peut quand même faire pencher la balance. Ouais, j'ai partagé le lien, donc si vous voulez participer, en effet. C'est intéressant ce que tu disais, parce qu'en effet, il y a plein d'enjeux autour de cela, et tu soulignais notamment que il y avait des vétérans américains qui avaient réussi à faire reconnaître leur empoisonnement, et à qui on a un peu acheté le silence en disant on va faire un accord financier pour pas que vous nous traîniez en justice, et pour compenser cet empoisonnement. C'est la première cagnotte qui est close. Attends, alors attends, je vais la mettre. Ah mince. Attends, non, je vais mettre la deuxième alors. C'est- Excuse-moi. Attends, je vais faire la bonne. Tac, elle est là. Ouais, c'est ce que je me disais aussi. C'était pas le même. Alors attendez, je vous mets sur la bonne cagnotte. Je l'ai, c'est bon. Voici mon lien. Ah oui, vas-y. Hop. Euh, Tac. Tac, tac, tac. Voilà, impeccable. Impeccable. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je disais ça, et tu disais, plus largement, en fait, ce que tu disais, c'est que plus largement, votre combat, et le combat que mène Antonia et que vous menez tous en la soutenant, c'est aussi un combat qui est plus global. C'est un combat qui s'inscrit dans un système oppressif beaucoup plus large, et notamment, vous parlez de racisme environnemental. Tu avais utilisé ce terme-là, là, quand tu étais passé chez... quand tu étais passé chez Histoire Crépue, sur la chaîne Histoire Crépue, qu'est-ce qui caractérise le fait que cet empoisonnement-là s'inscrit dans un racisme environnemental qui est un système d'oppression qui est beaucoup plus large que la problématique de l'agent orange, quoi. Mm. Alors, le racisme environnemental, c'est un concept qui a été qui est assez étudié aux États-Unis, qui est plus compliqué à développer en France, parce que c'est comme pour toutes les questions de racisme, ça veut dire qu'il faut que tu fasses des études par rapport à l'ethnicité des gens. Donc, c'est interdit en France, donc c'est plus compliqué à mettre en avant. Donc, le racisme environnemental, c'est quand on considère qu'il y a une différence de traitement entre les personnes racisées et les personnes blanches sur leur environnement. Il va y avoir, par exemple, on sait aux États-Unis que les personnes noires vont être concentrées dans des banlieues qui vont être proches des déchetteries, qui vont être proches des industries polluantes, que la qualité de l'air, du coup, est moindre. En France, il y a le cas mais je crois que tu avais que tu avais interrogé William Hacker là-dessus. Ouais, carrément. Pour la catégorie administrative des gens du voyage, c'est des passes d'accueil toujours pareil, vers des déchetteries, dans des endroits des endroits pollués, des endroits peu accueillants. On sait aussi, par exemple,
que pendant les vagues de grande chaleur, les personnes qui sont décédées pendant les périodes de canicule, c'était des personnes âgées, mais c'était surtout des personnes âgées en banlieue, parce que c'est des habitations qui sont pas c'est des espaces d'habitation, donc souvent des HLM qui sont pas équipés pour pouvoir supporter les certaines conséquences environnementales. Alors nous, on parle de racisme environnemental sur plusieurs aspects. Effectivement, on parle de la différence de traitement entre finalement les victimes américaines et les victimes vietnamiennes. Finalement, dans le fait que les États-Unis ont bien voulu aider les vétérans américains, mais on dit aux Vietnamiens. Bon, après, on peut dire que c'est un peu le jeu lol de la guerre, dans le sens où finalement on va pas réparer les dégâts qu'on vous a fait, alors que bon, je rappelle que les États-Unis ont perdu, mais finalement ils ont gagné quand même pas mal de choses, et même quand on gagne contre les États-Unis, on en fait les frais pendant longtemps. Nous, on parle de ça, de cette différence de traitement. Je parle sous mon propre nom, je parle pas au nom du collectif, mais moi, je trouve que c'est assez, comme je disais, Monsanto a déjà été condamné avec les mêmes avocats que ceux qu'on a, et Nia est totalement, je sais pas, c'est pas un sujet dont il semble, pourtant toutes les pièces sont là et pour nous tout semble être clair et évident qu'ils sont coupables, mais on décide de pas donner réparation à Nia qui est vietnamienne, qui est d'origine vietnamienne. Donc est-ce que, il y a un peu une suspicion de, c'est pas des sujets c'est pas des sujets si importants, c'est pas des sujets qui vous intéressent. Après, effectivement, il y a d'autres enjeux que j'ai expliqué. Après, en France, nous, on soutient beaucoup d'autres luttes, comme la lutte pour faire reconnaître le crime du chlordécone, donc dans les territoires d'outre-mer. Et là, pour le coup, c'est vraiment un cas de racisme environnemental. Pour nous, ça veut dire que les personnes qui sont empoisonnées par le chlordécone à cause des bananeraies qu'on retrouve en Guyane, en Martinique, et de toutes les personnes qui développent des cancers et à cause de ça. Et ça, pour le coup, ça a été prouvé scientifiquement. Donc, il y a eu des procès et pareil, que des non-lieux. Quand on empoisonne des personnes noires en France et qui sont pas sur l'Hexagone, on s'en fout. Mais par contre, je suis très heureuse pour ces personnes-là, enfin très heureuse, je vais pas exagérer, mais il y a quand même des personnes empoisonnées au Roundup en France qui ont reçu quand même des compensations qui ne sont rien vraiment. Mais au moins, il y a une jurisprudence et en fait, les inégalités de traitement juridique par rapport à ça, pour moi, elles sont assez claires. Peut-être qu'il faudrait je pense pas qu'il y ait eu un article dessus ou des grandes recherches sur les différences de traitement, mais en fait ces procès-là, ils sont assez jeunes, ils sont assez récents, donc je pense qu'il faut prendre un peu de temps et prendre un peu de recul pour peut-être statuer sur le racisme environnemental. Mais nous, chez nos camarades qui luttent pour faire reconnaître le crime du chlordécone, c'est comme ça qu'on le ressent. Voilà. Ce que tu dis, c'est qu'il y a un truc dans le racisme environnemental, de ce que je comprends de ce que tu dis, il y a deux choses. Il y a une différenciation de l'exposition des corps, donc de l'exposition des corps racisés versus l'exposition des corps blancs à la pollution, et notamment qui fait que, par exemple, les États-Unis se sentent complètement légitimes, se sont sentis complètement légitimes, et Monsanto de vendre et les autres de dépendre de l'agent orange sur le Vietnam, le Laos et le Cambodge, et qu'il y a aujourd'hui aussi, en plus de cette différenciation de l'exposition des corps, une différenciation qui se traduit juridiquement, qui existe aussi juridiquement sur les réparations, ce qui va être, comment ça va être jugé, etc., quoi. Il y a, vas-y. Non, je voulais revenir sur ce que tu disais. Effectivement, j'ai pas parlé de ça. C'est que
Il y a vraiment un truc on est prêt à tout détruire, on est prêt à détruire tout votre environnement euh, pour, euh, pour pouvoir que vous soyez pas communiste. Euh, et je pense pas enfin, je suppose que les États-Unis, quand ils ont voulu, quand ils sont allés sur le territoire français, ils ont bombardé. Et ils ont bombardé le Vietnam. Il n'y a pas de souci. On connaît très bien le napalm qui est beaucoup plus que les gens connaissent plus parce que du coup ça se voit le napalm, ça brûle, ça brûle la peau, ça brûle les corps. Donc c'est physiquement c'est plus visuel et c'est d'ailleurs avec le napalm que il y a eu des photos enfin le Vietnam ça a aussi été une des premières guerres où on a vu ce qui se passait, on a vu l'horreur qui se passait et il y a eu une mobilisation que ce soit en France ou aux États-Unis. D'ailleurs comme on peut retrouver actuellement avec la Palestine puisqu'en fait on voit ce qui se passe que l'opinion des personnes des pays qui sont en train de ravager d'autres pays on voit qu'il y a des résistances internes qui se font. Mais oui, on se dit, en fait, il y a vraiment un mépris total des personnes, de leur environnement, et on est prêt à tout détruire parce que, oui, il y a le, la théorie des races qui est passée par là, fait que, on peut tout se permettre quand les gens en face de nous, on les considère même pas. Enfin, la vision qu'avait le gouvernement américain et la propagande qui a été faite pour justifier la guerre au Vietnam, c'était une déshumanisation de nos pays, de nos peuples en fait. Pour continuer sur les questions de racisme environnemental, il y a 13 bis dans le chat, salut à toi, qui disait on peut aussi check les essais nucléaires de la France et où ils se sont passés. Et puis la Flamencuche, qui doit être une personne qui arrive, qui est là aujourd'hui. Bonjour et bienvenue à toi dans le chat. Il y a eu qui disait il y a 6 fois plus de bombes larguées sur le Vietnam, Cambodge, Laos que sur toute la seconde guerre mondiale. Donc ouais, c'est ce que ça va complètement dans ce que tu disais à l'instant, c'est-à-dire de dire que voilà, il y a eu les États-Unis se sont vraiment permis de complètement tout détruire au nom de leur combat, etc. quoi. Et plus largement, d'ailleurs, j'ai l'impression que vous êtes aussi positionné sur les questions des armes chimiques, et tu commençais à faire le parallèle avec Gaza et avec les Palestiniennes. On sait que Israël a utilisé du phosphore blanc directement sur des Palestiniens, Palestiniennes. Tu le disais, tu l'expliquais un peu quand tu avais été interviewé là chez Histoire Crépue. Et quel est le lien que vous faites là-dessus sur les questions de l'utilisation de l'arme chimique, parce que pour le coup, comme tu disais, au Vietnam, il y a eu le napalm, il y a eu l'agent orange, il y avait des barils de toutes les couleurs qui étaient utilisés. Comment cette lutte peut aussi s'articuler sur ces questions d'utilisation d'armes chimiques, quoi, qui se font en plus, là pour le coup, souvent, je ne sais pas si c'est tout le temps, mais très souvent, dans des contextes coloniaux, parce que là, quand on parle de la Palestine, c'est aussi un contexte colonial, quoi. Oui, le phosphore blanc, il a aussi été utilisé en Ukraine, en Syrie. Enfin, pour rappel, le phosphore blanc, c'est une arme chimique qui est considérée comme qui est pas considérée comme une arme chimique, mais pour nous, elle en est une puisque les armes chimiques normalement sont interdites. On n'a pas le droit d'en utiliser. Donc en fait, c'est juste, on justifie cette utilisation. Elle est utilisée pour donner un meilleur champ de vision à une armée sur le territoire qu'elle veut directement attaquer. Donc c'est fait pour vraiment dégager le terrain. Donc, normalement, on doit l'utiliser sur des espaces qui sont loin des populations. D'ailleurs, c'est marrant, c'est intéressant, mais je pense que bientôt, on va un peu décortiquer la décision de la Cour d'appel du 22 août
dans leur intro et j'ai trouvé ça d'un parti pris mais incroyable. J'ai l'impression que la cour d'appel était l'avocate des États-Unis. Mais en gros, ils disent, en fait, ils rappellent le contexte dans la dans cette décision. Ils disent, oui, l'agent orange, les États-Unis l'ont utilisé loin des foyers de population parce qu'ils savaient que c'était toxique. Donc, ils l'ont déversé sur la forêt. Comme si, en fait, c'était pas la forêt qui était visée en premier, c'était on a visé la forêt pour être loin des foyers de population. C'est vraiment écrit texto. Et ils ont décidé, après des études, de l'enlever, de retirer l'agent orange de leurs armes, des armes qu'ils utilisaient. Alors que, en fait, ça donnait vraiment l'impression que, ils se sont rendus compte en cours de route, alors que, justement, ça c'est une des pièces utilisées par nos avocats, c'est que il y a des preuves que Monsanto et Dow Chemical, Hercules, tout ça, savaient parce que, en fait, leurs ouvriers, en produisant la dioxine, commençaient à développer des cancers et des maladies. Donc, ils ont fait des rapports où ils savaient très bien à quel point l'agent orange était déjà toxique et depuis très longtemps. Enfin, il y a eu un accident justement dans une industrie, dans une usine en 1946 où il y a plein d'ouvriers qui ont été exposés à ça et qui ont développé plein de maladies. D'ailleurs, comme je vous disais, au Vietnam, il y a des descendants qui développent des maladies, mais aux États-Unis, c'est encore le cas. Et du coup, oui, nous, les armes chimiques, forcément, du coup, c'est un sujet qui nous permet de faire le lien avec d'autres luttes. On organise toujours quelque chose pour la journée internationale en mémoire des victimes des armes chimiques, donc qui est le 30 novembre. Donc, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux pour savoir ce qu'on va faire, mais je pense que là, effectivement, notre sujet, ça va être de faire le lien avec les autres cas de guerre chimique, parce que la guerre chimique, en fait, souvent, c'est un empire, enfin, c'est une puissance qui a les moyens de la mener. Parce que ça coûte cher de mener une guerre chimique souvent. Du côté vietnamien, on n'avait pas toute cette technologie-là. Et le problème, c'est que face à des armes chimiques, tu peux pas faire grand-chose parce que ça tue tes soldats, mais ça tue aussi les civils, c'est dévastateur et il y a un truc un sentiment d'impuissance face à la violence de ces armes chimiques où la résistance est compliquée face à une arme chimique, notamment le phosphore blanc. Dès que tu le reçois, ça te brûle la peau, ça peut même te brûler jusqu'aux os. Et puis ça détruit les corps et même si tu en meurs pas, tu vas être marqué à vie et c'est pas moi qui ai bugué, j'ai cru que j'avais bugué moi. Oh, ça fonctionne là encore. C'est Kéo qui a bugué, je crois. J'ai cru que mon ordi allait s'éteindre. Tout va bien. Ouf. Bon, attendez, on va voir comment ça se passe. On va voir comment ça se passe si elle revient. J'espère juste qu'elle a capté. Ah, c'est bon. Alors, attends. pardon. Ouais, t'inquiète. Attends. J'ai eu peur. En fait, moi, j'ai eu trop peur que ce soit moi qui, tu vois. Non, c'était moi, je sais pas ce qui s'est passé. Attends. Ah oui, non, attends. Parce que là, je suis en... qu'est-ce qui se passe? J'étais en double, je sais pas pourquoi. Attends. Pourquoi j'ai un double affichage comme ça? C'est énorme. J'ai ton truc de bug de tout à l'heure. Attends. Si t'es exclu... Ah ouais, non, c'est bon. Ça se fait tout seul. Tout va bien. Parfait. Donc... vas-y, tu peux reprendre ce que tu disais si tu veux. Tout va bien, c'est bon. Je disais quoi Tu disais, tu parlais des questions des armes chimiques et des questions et notamment du fait que, en effet, déployer. Alors il y avait deux choses. Déployer des armes chimiques, c'est forcément dans un cadre d'un pays d'une puissance qui est souvent une puissance impériale parce que
pour pouvoir déployer des armes chimiques, ça coûte très très cher. Et l'autre, c'était une des caractéristiques. Et tu disais l'autre caractéristique des armes chimiques, c'est qu'elles restent longtemps, c'est dur de combattre contre elles, parce que tu prenais l'exemple du phosphore blanc. Ça brûle, ça peut brûler jusqu'à l'os, on en garde des traces toute sa vie. Moi, ce qui me marque aussi sur la question de l'agent orange au Vietnam, c'est le fait qu'aujourd'hui, tu disais, les États-Unis sont en train, dans le cadre d'accords, sont en train je sais pas comment, désempoisonner les sols et les sols vietnamiens. Cet agent orange, il va rester, et c'est la même chose, par exemple, quand on parle du chlordécone, ces produits-là, ils vont rester des années et des décennies et des décennies. Ils marquent longuement en fait l'environnement dans lequel ils sont balancés, quoi. Et c'est vraiment sur le long terme là que ça s'inscrit, quoi. Bah justement, effectivement, on avait fait une vidéo où on avait repris l'étude d'un labo de recherche qui s'appelle Forensic Architecture. Et en fait, ils expliquaient que l'Israël utilisait le glyphosate autour de Gaza faisait des épandages de glyphosate autour de Gaza pour dégager le terrain, le champ de vision, donc pour mieux tirer sur les gens en fait. Et sauf que sur les frontières, il y a beaucoup de champs de récolte, donc ça permet aussi de détruire les espaces, les ressources pour se nourrir, ça détruit les arbres, ça détruit, ça intoxique. Enfin, moi, excusez-moi, j'ai une amie qui est intervenue dans le champ de vision, ça me fait peur. Ça intoxique les gens, c'est pas drôle en plus, je sais pas. Et donc en fait, cette guerre chimique, elle est menée depuis des décennies, hein, et c'est une guerre qui est tue, dont on ne dit pas le nom, dont on ne parle pas. Mais effectivement, l'agent orange, la guerre du Vietnam, ça fait 50 ans, et nous, en fait, c'est une projection j'espère que ça se terminera en Palestine de tout cœur. On soutient particulièrement cette lutte-là parce que, en tant qu'asio-descendants, ce genre de guerre coloniale, pour nous, forcément, ça fait écho à beaucoup de choses, à des choses qui sont passées dans nos familles, à des explications à pourquoi nous, on n'est plus dans nos pays non plus. Enfin, pourquoi finalement, on est en France et du coup, forcément, c'est une lutte on se sent très solidaire de ça. Mais on voit qu'on ne s'en dépêtre pas et que c'est sur le long terme, parce qu'il y a l'usage des bombes et sur l'instant, mais il y a l'usage parallèle des armes chimiques qui font que sur des décennies plus tard, il y a toujours des effets. Très bien. Très très bien. Ouais, c'est vraiment toute cette complexité-là et l'articulation de toutes ces choses, l'utilisation d'armes chimiques, le contexte colonial. C'est pour ça que moi je trouvais que c'était intéressant aussi que tu rediscutes de ces questions-là de racisme environnemental, parce que quand tu parles des États-Unis par exemple, et quand tu parles ils ont fait des tests avant de l'agent orange, ils savaient que c'était toxique avant. Le chlordécone, c'est exactement la même chose. Les États-Unis l'avaient interdit avant qu'il soit utilisé par la France. Enfin, on savait déjà le chlordécone, on savait déjà très très bien la toxicité de l'usage du chlordécone, etc. Donc tout ça, on voit bien qu'il y a des articulations à faire entre toutes ces questions-là, et c'était vraiment, c'est vraiment très intéressant. Bah écoute, je sais pas, tu voulais peut-être dire autre chose, ou tu voulais ajouter d'autres choses, ou non, c'est en fait il y a. Si vous voulez rejoindre le collectif, ouais, voilà, c'est ça, peut-être sur le collectif. Si vous voulez rejoindre le collectif, vous êtes les bienvenus. Plus on s'annonce bleu, plus on pourra sensibiliser les gens sur le sujet. Parce que comme je vous expliquais, c'est en montrant que l'opinion publique est de notre côté que ça peut toucher les juges, en fait. Et c'est là notre complexité. Comme je vous expliquais, c'est pas un sujet où les gens vont forcément s'émouvoir tout de suite, parce qu'il y a peut-être un problème de réalisation de ce qui se passe. En fait, il faut...
enfin, nous, on n'est pas on veut pas tu vois, de ce misérabilisme. On n'a pas envie ce qui peut être peut-être un militantisme d'avant, de montrer les corps des personnes victimes. Si on le fait, c'est toujours en voulant donner la parole aux personnes et qu'elles parlent de leurs problématiques. Mais il y avait vraiment un moment où on pensait en montrant les victimes, c'était une manière de pouvoir un peu toucher les personnes et qu'elles s'impliquent avec nous. Mais c'est pas cette image-là qu'on veut donner aux victimes. Il y a plein de personnes au Vietnam qui effectivement souffrent de leur handicap lié à l'agent orange, mais elles, elles se mobilisent elles-mêmes pour pouvoir s'en sortir. Donc, effectivement, on est très concentré sur le procès, mais on a aussi envie d'aider à soutenir ces personnes-là qui vont peut-être souvent se retrouver dans des familles d'agriculteurs. Donc, quand on a une personne en situation de handicap dans une famille d'agriculteurs, c'est pas forcément simple pour subvenir à ses besoins. Et donc, donc, en fait, plus on sera nombreux, plus on pourra, comme je vous expliquais, en fait, il y a plein de choses. On a des sujets très philosophiquement, juridiquement très intéressants, on réfléchit dessus. Il y a aussi des choses très matérielles où finalement, nous, on parle enfin, on n'est pas nous-mêmes, on n'est pas victime nous-mêmes. On soutient une victime, mais finalement, on ne sait rien du quotidien d'une victime et on cherche à être plus en solidarité de ces autres victimes-là. Donc voilà, tout le monde est vraiment libre de rejoindre le collectif si c'est une cause qui vous touche. Je pense qu'il y a un enjeu politique actuellement très intéressant à suivre. Nous, on a envie d'organiser beaucoup d'événements. Donc, il y aura forcément des projections. Il y a aussi une pièce de théâtre qui a été écrite par et mise en scène par Marine Bachouen-Nguyen qui est à retrouver. Les prochaines dates sont à retrouver sur notre Insta, mais elle s'est inspirée du livre de Nia, parce que Nia a écrit un livre sur son histoire qui s'appelle... du coup, la pièce de théâtre s'appelle Nos corps empoisonnés. C'est une pièce très touchante. Et si vous avez envie de toucher quelqu'un que vous connaissez sur le sujet, allez l'emmener à cette pièce et c'est sûr que l'histoire de Nia va l'impacter. Voilà, il y a la journée du 30 novembre. On va faire une soirée pour nos 20 ans, donc n'hésitez pas à venir. Voilà, si vous voulez nous rejoindre, on a un formulaire d'inscription pour être bénévole. Donc, il faut juste aller sur notre Instagram. Il y a notre Linktree. Vous trouverez ce qu'il faut. Si vous pouvez nous soutenir financièrement, c'est top. Vous pouvez soit nous soutenir, nous, le collectif, en nous donnant un peu de sous, soit effectivement soutenir Nia, ce qui est aussi le plus important. Donc voilà, plus on sera nombreux, plus on sera impactant, plus on sera fort. Et nous, ça nous fait toujours plaisir d'avoir de nouvelles personnes. Et en plus, ça nous permet, souvent, il y a des personnes qui nous rejoignent, qui ont des luttes qui sont proches des nôtres. Donc, on a un côté très intersectionnel. Je sais pas si voilà, on a toujours envie de soutenir les luttes des camarades qui sont sur des lignes d'écologie, décoloniales, le plus souvent, mais même tout décolonial tout court. Ok, trop bien. Le message est passé, l'Insta, etc. a été partagé, le compte Twitter aussi dans le chat. Donc si vous voulez rejoindre, allez-y. Il y a des personnes qui dans le chat te remercient pour l'interview et merci à tout le collectif pour le taf, dit La Râleuse également. Merci beaucoup d'avoir répondu à mon invitation. Je suis très, très content d'avoir fait cette interview et écoute, bonne continuation dans votre lutte et puis on continuera de suivre ce que vous faites sur cette chaîne. Je reviens dans 5 minutes, le temps de dire au revoir, etc. les gens. À tout de suite, je vous mets un petit écran d'attente. Et nous, c'est la fin de cette interview.